Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui c'est la dernière fois, du moins pour l'instant, dont on va parler de la série Mercredi. Puisque pour l'instant on ne sait pas s'il y aura une suite, et même s'il y a une suite, on ne sait jamais avec Netflix, il y a beaucoup de séries qui avaient été annoncées et qui ont été annulées après leur annoncement. Donc moi, tant qu'il n'y aura pas de nouveaux trailers ou quoi que ce soit, euh, avec cette série, euh, voilà, je ne m'avancerai sur rien et je ne croirai en rien. Voilà, parce que même des séries ont déjà été bien avancées dans les projets, ont déjà été annulées sur les plateformes en général, quand les coûts sont moins bons, enfin quand ils gagnent moins d'argent. Donc voilà, je pense quand même que la série aura une deuxième saison parce que je l'ai rarement vu de critiques négatives, donc je pense que ça a dû rapporter pas mal d'argent et que du coup Netflix fera une suite, mais je préfère ne pas trop m'avancer. Donc aujourd'hui je vais parler des bons points et des mauvais points de la série. J'ai à peu près autant de bons points que de mauvais points, donc c'est plutôt pas mal, même si dans la vie générale j'ai quand même adoré cette série. Voilà, donc je vous laisse avec le générique et on va commencer par les mauvais points pour terminer sur une touche positive. Le premier point négatif, c'est justement le développement des visions. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont pas, dont deux trucs principaux. Déjà, c'est le côté où on dit à mercredi que elle va avoir quelqu'un qui est mort, qui peut l'aider à maîtriser ses visions et tout ça. Dans l'épisode suivant, elle essaye d'invoquer son ancêtre, ça marche pas, et tout ça, et du coup, elle va quand même avoir des visions de son ancêtre, sauf que son ancêtre, en gros, va clairement lui faire comprendre, moi, en gros, je peux rien faire pour toi, je peux pas t'aider. Vraiment, très clairement, c'est ce qu'elle lui fait comprendre. Elle est en mode, voilà, les visions, c'est comme le courant dans une rivière, tu peux pas le changer, tu dois juste apprendre à naviguer dessus. Donc très clairement, on fait comprendre que pour mercredi, ces visions, elle pourra jamais les contrôler. Bref, donc on nous fait croire qu'elle va apprendre à maîtriser son pouvoir et tout, pour dès l'épisode d'après nous dire bah non finalement t'as que son pouvoir, elle va jamais apprendre à le maîtriser. Bref, j'ai trouvé ça un peu con. Et pareil, j'ai trouvé ça un peu dommage aussi qu'on ne travaille pas les visions. Certes, ça aurait fait un peu Reddit, mais j'aurais trouvé beaucoup plus intéressant qu'on travaille les visions un peu à la Minority Report ou à la Civil War 2 en comics parce qu'il n'y a jamais eu de film Civil War 2, mais dans le fait où à un moment ils nous disent de la bouche de Xavier, oui, les visions que tu as, c'est pas forcément des visions figées dans le temps, mais une sorte de futur alternatif. C'est-à-dire que c'est un futur possible qui peut arriver, mais qui n'est pas forcément figé dans le temps. Ce qui est le propos de Minority Report, ce qui est le propos de Civil War, et encore plus récemment a été également le propos de Black Adam, avec le Dr Fate qui a des visions de la mort de Hawkman, mais qui, du coup, quand la réalité se passe, on se rend compte que c'est pas réellement la mort de Hawkman, mais d'un double
de Hawkman qui se fait tuer puisqu'il va réussir à utiliser le casque pour créer des sortes d'illusions et que c'est une illusion qui se fait tuer et pas le vrai Hawkman. Et du coup, j'aurais adoré que dans cette série, on traite les visions de cette manière-là, dans le sens où ce qu'elle voit n'est pas figé dans le temps, mais peut être un futur alternatif, dans le sens où quand elle voit les gens mourir, ben que effectivement dans un futur possible ces personnes meurent, mais que dans un autre futur possible elle arrive à les sauver avant d'être agressée. Et j'aurais tellement aimé qu'on travaille les visions de cette manière-là, et malheureusement bah, ça n'a jamais été fait. Et en plus faire un hommage à Minority Report, ça aurait été absolument incroyable, mais bon, malheureusement, ça n'a pas été fait. Petit point faible également de la série, c'est que au tout début, dans le premier épisode, Enid va un peu nous présenter les étudiants à l'arrivée de mercredi, et elle va présenter les clans, donc être là, oui, là il y a les crocs, donc c'est les vampires, là il y a les poilus ou les je sais pas quoi qui sont les loups-garous, et puis il y a les écailles qui sont les sirènes, et il nous dit qu'il y a quatre clans principaux, que le quatrième c'est les rocs. Ils sont où les rocs? Tim Burton et les deux autres réalisateurs qui ont bossé dessus, les scénaristes et les showrunners, tout ça, ils sont où les rocs? Parce que je veux dire, ok, peut-être que vous allez les intégrer plus tard et tout, mais t'empêche que là, on est en une saison. Si ça se trouve, il y aura jamais d'autres saisons. Bon, j'en doute, mais si ça se trouve, il y aura peut-être jamais d'autres saisons. Et du coup, vous nous présentez une espèce que déjà, bah, vous ne dites même pas ça correspond à quoi les rocs. Et en plus, ben, on les reverra, enfin, c'est même pas on les reverra, c'est on ne les verra absolument jamais. Alors, ça sert à quoi de présenter des personnages, enfin du moins une espèce, si ce n'est pour jamais l'utiliser? Je trouve ça complètement con. Au bout d'un moment, si tu la présentes pas, et puis au moins comme ça, il n'y a pas de problème. Mais là, tu nous présentes des personnages qui pourraient être existants, mais qui n'existent pas. Donc je trouve ça complètement con. Euh, Surtout qu'on est dans une école, il y a plein d'espèces différentes. Alors pourquoi présenter celle-là et bah, qu'il n'y ait pas de personnages liés à cette espèce, alors qu'on va avoir des gorgones, on va avoir des télékinésistes et tout ça. Pourquoi ne pas avoir plus mis l'accent sur ces personnes-là que sur une espèce qu'au final on ne voit jamais? Voilà, c'est un gros problème pour moi. Un autre petit problème à mes yeux, c'est le Hyde. Alors pas en tant que créature, je le trouve hyper intéressant, avec le côté Dr. Jekyll, Mr. Hyde, tout ça. Mais ce que je n'aime pas, c'est son visuel. Honnêtement, je le trouve hyper moche. Et je trouve que, ben, contrairement à d'autres créatures dont je parlerai plus tard, et ben sur lui, je trouve que la CGI marche pas hyper bien. Je pense que ça doit être au niveau du visage et tout, mais je trouve que la CGI fonctionne moins bien pour le Hyde que pour d'autres créatures. Et j'avoue que bah du coup pour moi, même si la créature est hyper intéressante et tout dans l'histoire, et ben visuellement, bah, quand on le voit, c'est pas terrible quoi. Donc voilà, un petit point négatif. Un autre point négatif qui m'a beaucoup énervé à certains moments de mes reviews, et qu'après il y a eu d'autres petits trucs placés dans le même sens, mais j'ai pas relevé parce que c'était moins grave, on va dire, et un peu moins dérangeant dans le propos. Mais ce qui m'a vraiment saoulé, c'est tous les rapports au patriarcat, au manspreading, parce que ça n'a aucun sens dans l'histoire. Je veux dire, si tu veux parler du patriarcat, eh ben, évidemment, fais un film ou une série autour du patriarcat et construis tout ton propos autour de ça, enfin tout ton film autour de ce propos, si ça te fait plaisir, mais ne le place pas dans une série où ça n'a aucun sens, et surtout dans une scène où le mot patriarcat n'a aucun sens. Genre, t'as un mec qui te sauve la vie, qui essaye de t'aider, et ce que tu sors, c'est machin, le patriarcat. Ok, si le mec se mettait au-dessus de toi en mode supérieur, ouais, je suis meilleur que toi parce que je t'ai sauvé, machin. À la limite, ok, si le mec il te prend pour une merde parce que t'es une femme, que tu utilises le patriarcat comme excuse, ok. Sauf que là, le mec il est super gentil, il est amoureux, et la phrase, bah, elle sort de nulle part, elle sert à rien. Pareil avec le manspreading, toujours avec les deux mêmes personnages, du coup qui sont Xavier et Mercredi. Pareil, à nouveau, Xavier essaye d'aider Mercredi à comprendre ses visions, enfin du moins dans une idée qui se rapproche de ce que moi j'aime avec Minority Report et tout. Et là, pareil, il lui envoie une critique en mode ouais, tu fais du mansplaining sur mon pouvoir. Mais cette phrase, elle n'a aucun sens. À nouveau, parce que c'est pas comme si le mec, il te disait ton pouvoir.
fonctionne comme ça, je suis un homme, donc je sais mieux que toi que ton pouvoir fonctionne comme ça. Non, le mec, il essaye de l'aider à comprendre que ses visions sont peut-être pas uniquement figées dans le temps. Et du coup, à nouveau, bah, cette critique n'a aucun sens dans le propos de la scène. Et ça m'énerve. Parce qu'au bout d'un moment, bah, Netflix, si vous voulez parler de ces sujets-là, bah, faites un film ou une série sur ces sujets-là, mais ne les mettez pas dans des projets si vous ne racontez rien avec. Je reprends ici l'exemple que j'avais pris de Do Revenge, où pareil, on nous parle des non-binaires. On nous dit oui, alors justement, tu as le personnage de Maya Hawke et de Kenya Mendes, en gros, qui veulent se venger de choses qu'on leur a faites, qui vont former un groupe et qui nous disent ouais, ce qui serait bien, ce serait de d'inclure quelqu'un avec nous qui soit un homme, soit une femme, et après quelqu'un va dire ouais, ou pourquoi pas un non-binaire. En soi, on s'en fiche, mais ne le mets pas si tu ne fais rien avec. Parce que là, tu es juste en train de dire, oui, bah en gros, regardez, on fait genre, on est ouvert et tout ça, parce qu'on a placé le mot non-binaire, on a placé le mot patriarcat, matriarcat. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut que ça serve à quelque chose, il faut que ça ait un rapport avec l'histoire, avec le propos. Parce qu'encore, si dans Do Revenge, ok, ils avaient vraiment rajouté une troisième personne qui était non-binaire, qui les avait aidés, tout ça, dans l'histoire, pour se venger, ok, là, le propos, il aurait eu un sens. Sauf que là, le propos, il n'a pas de sens, parce qu'il parle de non-binaire, et les deux personnes qui font le plan pour se venger, au final, c'est une hétéro et une lesbienne. Donc au bout d'un moment, arrêtez de placer ce genre de truc n'importe où. Si vous voulez en parler, faites des séries où vous développez à fond ces propos-là et ce sera bien. Mais ne le mettez pas dans des trucs qui n'ont pas de rapport. Ensuite, un autre point négatif pour moi, que je vais développer plus ou moins en deux points, c'est à la fois l'ordre des Belladone et les personnages secondaires, parce que je trouve que l'ordre des Belladone est très mal exploité, à part nous dire oui on est là parce qu'on doit protéger les mince, j'ai oublié comment on appelle les gens là-dedans, les marginaux des normies. Ok, c'est leur objectif, mais développer ça un peu plus. Même quand on voit le passé de Morticia et de Gomez qui ont fait partie de ce groupe, on n'a pas non plus plus d'informations. En fait, j'aurais aimé qu'on développe beaucoup plus le lore de l'ordre des Belladone, ce qu'ils ont pu faire et tout ça. Là, il n'y a rien, c'est juste, bah on est là, on est censé protéger les marginaux, et puis c'est tout. Voilà, il y a pas plus de développement autour de l'ordre des Belladone, et j'espère, si suite il y a, que l'ordre sera un peu plus développé. Et honnêtement, je pense que s'il y a une suite, je pense que au moins Enid rejoindra l'ordre des Belladone et je pense que Enid apportera beaucoup de choses à ce groupe si elle le rejoint. Et du coup, de manière générale, je trouve pareil que les personnages secondaires en général bah, sont pas hyper développés et je trouve ça très dommage. Euh, Certes, certains vont évoluer, mais on n'a pas plus de développement. En fait, quand j'entends qu'ils sont mal développés, c'est plus dans le sens où on n'a aucun background ou aucun lore autour de tous ces personnages, à part vite fait quand il y a les familles qui viennent, où allez, on les développe un tout petit peu plus parce qu'il y a la famille qui est là, et c'est limite en une ou deux scènes, et qui en plus des fois sont des choses que, par exemple, dans le cas d'Enid avec sa famille, Enid avait déjà parlé de son problème avant qu'on voie sa famille, donc en soi on aurait pu enlever ces scènes-là, que ça change rien. Mais j'ai trouvé j'ai trouvé ça dommage. Parce que les persos, en vrai, on ne sait absolument rien d'eux, voire quasiment rien. À part certains personnages un peu plus importants. Mais par exemple, je pense aux sirènes qui a aidé Bianca à tricher à la course des canoës, ou à la fille qui est copilote de Bianca, qui sont tout le temps présents, mais qui ne parlent jamais. Ah, ils ont peut-être dit une phrase dans toute la série. Ils sont tout le temps là, ils parlent jamais, ils font quand même partie des Belladone. Ils font partie des Belladone. Mais non, eux, ils parlent pas, ils sont en rien, on s'en fout. Et je trouve ça dommage, parce qu'ils sont quand même importants pour Bianca, ils font quand même partie d'un ordre qui est censé être important dans l'école, et on les développe pas. Pareil pour Ajax, il est pas du tout développé, à part sa relation amoureuse avec Enid, il est pas développé du tout. Et je trouve ça dommage. C'est quand même des personnages qui sont censés être importants dans l'histoire, sont censés être l'entourage euh,
de mercredi et ils sont pas développés. Alors certes, on parlera un peu plus tard du développement de certains, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnages qui ne sont pas assez développés et j'espère qu'ils le seront si suite il y a. Ensuite, pour moi, un mauvais point, c'est l'épisode avec la famille Adams. Alors, c'est un très bon épisode. Pour ceux qui connaissent bien la famille Adams, ils ont dû être contents de voir la famille au complet dans cet épisode. Alors, moi, j'ai rien contre la famille Adams en elle-même. J'en parlerai dans l'autre partie. Mais ce qui me dérange en fait, c'est que d'un coup, on se concentre uniquement sur l'histoire de Gomez et Morticia, et qu'en fait, tous les persos secondaires passent au second plan. Même des persos très importants comme Tyler a totalement disparu de cet épisode. Voilà, on a une petite mention de lui, mais il apparaît pas. La plupart des personnages secondaires ont disparu ou apparaissent, comme je disais, genre Enid, Bianca et Xavier, c'est une ou deux, voire trois scènes dans l'épisode, et c'est tout. Et je trouve ça très dommage parce que, en fait, d'un coup, en plein milieu de la série, on te stoppe le propos de base pour passer à autre chose, et ensuite on reprend le propos principal. Alors certes, cet épisode, il va un peu servir plus ou moins à l'histoire principale, mais en vrai, tu peux l'enlever et t'arrives quand même à expliquer les motivations du méchant, quoi. L'épisode est bien, mais en soi, voilà, tu l'enlèves, tu prends genre juste la scène où Gomez et Morticia ils expliquent ce qu'ils ont fait. Et en vrai, bah voilà, tu expliques un tout petit peu mieux les explications. Et encore, même la méchante aurait pu expliquer ses motivations elle-même, expliquer ce flashback elle-même. Donc, en soi, épisode qui est pas forcément utile, qui est très cool, encore une fois, mais qui n'est pas forcément utile, et qui en plus ben, fait que beaucoup des persos principaux et secondaires bah, sont totalement effacés de la série. Ensuite, un autre défaut pour moi, c'est l'oncle fétide. Donc, l'oncle fétide qui apparaît comme ça, un peu comme un Deus ex machina. Donc, le mec, il arrive, et puis là, toutes les réponses dont tu as besoin mercredi pour avancer dans son enquête. Alors, certes, elle va mal analyser les réponses, mais globalement, le mec, il est là, il apporte toutes les réponses, il est là en mode ah bah ça, c'est un Hyde. Ah bah, si tu veux en savoir plus, il y a un journal chez les Belladone. Ah bah, si, machin. Et je trouve ça un peu dommage parce que globalement, on est dans l'enquête de mercredi, et puis bah là d'un coup t'as quelqu'un qui lui donne absolument toutes les réponses directement, et on perd un peu ce côté où elle galère dans l'enquête et tout. Alors c'est bien que ça avance un peu quand même, mais je trouve que le personnage, pourtant il le dit, il est venu qu'une ou deux fois comme ça aller à l'académie quand il venait voir Gomez et Morticia, et que ben en soi il connaît quasiment rien de Jericho et tout, mais il a quand même toutes les réponses liées à la ville. Donc, je trouve ça un peu dommage. Le mauvais point suivant va être un peu lié au précédent, parce que effectivement c'est que certaines choses vont beaucoup trop vite dans la série. Donc effectivement quand je parlais de l'oncle fétide qui arrive en mode Deus Ex Machina et qui aide à résoudre tous les problèmes en un claquement de doigts, voire deux, hein, pour ceux qui ont la ref. Mais il y a d'autres choses qui pour moi se règlent trop vite. Par exemple, c'est la relation, plutôt la réconciliation entre Mercredi et Enid. Parce que les deux vont se disputer et en gros elles vont se réconcilier comme ça d'un ou deux claquements de doigts. euh, Sans vraiment que les deux cherchent à se réconcilier. Juste parce que la main a été poignardée, hop, Enid se dit bon bah allez hop, je reviens aménager là-dedans, elles redeviennent super potes. Mais il n'y a pas vraiment de choses qui font qu'elles ont une réelle raison de se réconcilier. Alors certes, Enid peut s'inquiéter pour la chose, mais ça ne fait pas la réconciliation avec Mercredi, quoi. Donc je trouve ça un peu dommage qu'on aille vachement vite là-dessus, puis qu'on se dise allez hop, faut ramener Enid, puis c'est tout. Autre petit problème pour moi, c'est Crackstone. Certes, j'aime beaucoup le personnage, mais là où moi il y a un problème, c'est que ce mec, il déteste les marginaux, donc il déteste les gens qui ont des capacités spéciales, qui ont des pouvoirs, qui sont des créatures surnaturelles, et le mec, il arrive, et qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la magie. Il y a que moi à qui ça paraît juste illogique qu'un homme qui déteste, déteste les gens avec de la magie utilise de la magie. Je trouve ça complètement con.
Alors comme je disais dans ma review, certes, il a besoin de se mettre au même niveau de puissance que les créatures, mais en même temps, il y a peut-être d'autres moyens que d'utiliser la magie quand tu détestes les créatures magiques. Voilà, moi honnêtement, je trouve que c'est vraiment un gros défaut par rapport aux méchants. Un autre problème pour moi, c'est la traduction du nom propre du personnage, puisque techniquement le personnage s'appelle Wednesday. Oula, je l'ai mal dit. Wednesday, je crois que je l'ai encore mal dit. Bref, Adams, et on a traduit son nom en mercredi pour la France. Et je trouve que c'est un gros problème parce que on n'a pas à traduire des noms propres. Alors certes, les gens ils auraient peut-être pas compris, ils auraient fait un nom original hein, pour ceux qui comprennent pas l'anglais, mais je trouve ça très problématique qu'on traduise des noms propres. Parce que voilà, tu portes un nom, quand tu vas à droite à gauche, on n'a pas à te le traduire, enfin à te le modifier, ton nom c'est ton identité. Là ça reste pareil, c'est qu'un personnage, mais ça reste pareil. Je veux dire, même à un moment, c'est tellement ridicule. Genre au début, quand la Morticia, elle donne son pendentif, enfin, elle donne un pendentif à, à, à Mercredi, elle lui donne un pendentif où il y a un W, et en fait, quand elle le donne, elle fait: Oh, regarde, c'est un M pour ton nom, Mercredi. Alors que on voit très bien, chaque fois que Mercredi le porte, que ce n'est pas un M, mais un W pour son nom original, Wednesday. Donc, ça marche pas du tout en plus sur les scènes où ils essayent de faire passer la chose. Et voilà, pour moi, c'est un gros défaut de traduire le nom du héros. Voilà, c'est comme si, genre, t'as Captain America, et puis du coup, on se dit, bah, tac, comme on est français, on va l'appeler bah, Captain Amerique. Ou Iron Man, on va l'appeler l'homme de fer. Pareil pour Superman, le super homme. Ou, voilà, enfin, je veux dire, c'est ridicule. Si on traduisait les noms de super-héros, ce serait ridicule. Alors pourquoi là, on se permet de traduire le nom d'un personnage qui en plus est plus ou moins connu des gens qui aiment la famille Adams. Donc voilà, pour moi c'est un problème, euh, même un très gros problème. Et ensuite là c'est plus mon côté un peu pointilleux, mais je trouve dommage qu'il n'y ait aucun cours, voire enfin plutôt quasiment aucun cours, parce qu'allez on doit avoir un ou deux cours dans la serre, et puis c'est tout. Parce qu'on est quand même dans une école, et on ne voit jamais rien de ce qui se passe dans l'école, enfin du moins en termes de cours. Je veux dire, ce sont des étudiants, on les voit jamais étudier, on les voit jamais avoir des examens, et c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé que par moment, bah, on ait un peu ce côté un peu vie quotidienne d'un étudiant, mais qui sont des créatures, justement montrer comment est-ce qu'on peut apprendre des choses à des étudiants à pouvoir, ça aurait été trop cool. Voilà, moi j'aurais aimé voir ça, j'aurais aimé avoir un peu une sorte de magie à la Harry Potter dans cette série, bon, ce qu'on n'a pas eu, mais j'aurais trouvé ça plutôt sympa qu'on fasse ça, parce que bah, au final, on sent qu'on nous a mis deux trois cours uniquement parce que la méchante est celle qui donne les cours. Je suis sûr que si la méchante a été quelqu'un d'autre, on n'aurait eu aucun cours dans la série, alors qu'on est dans une école. Et je trouve ça complètement con d'être dans une école et de jamais voir des cours ou des examens. Alors certains pourraient, comme je parlais d'Harry Potter, certains pourraient me dire oui, dans Harry Potter, on voit pas toujours les cours. Certes, mais par exemple, on prend Harry Potter 5, ok, on ne les voit pas tout le temps en cours, on voit quelques cours, et ensuite on passe surtout à l'intrigue principale, mais on a quand même l'examen des buses et tout ça. Bref, on nous montre quand même des choses pour montrer que voilà, des choses vont avancer. Alors qu'ici, bah, malheureusement, il y a quasiment rien. Et moi, on est dans une école et j'aurais aimé voir des cours dans l'école. Surtout avec des créatures magiques. Tu te dis, il peut y avoir des inventions de cours hyper cool. Mais non, ils ont jamais réfléchi là-dessus. On va désormais passer au bon point, et je crois que j'ai bien fait de faire une vidéo bilan en elle-même parce que bah, elle fait déjà, là, juste les mauvais points, ça a fait la taille d'une vidéo normale de review de la série. Donc voilà, je me replace. Du coup, premier bon point pour moi, c'est Mercredi et Enid. Je trouve ces persos vraiment trop cool. En plus, elles sont totalement différentes. Mais j'adore les personnalités des deux personnages. Surtout quand elles sont ensemble, ça match hyper bien. Voilà. Et puis, en termes de personnalité, j'adore autant les personnalités d'Enid qui est très joyeuse, qui est très extravertie, tout ça. Et le côté plus renfermé, plus sombre et un peu psychopathe de Mercredi. Je trouve que les deux fonctionnent bien et pour moi la série marche beaucoup grâce à ces deux-là.
Et ce sont clairement les deux persos que j'ai préférés de la série, quoi. Ensuite, un point que j'aime beaucoup également, c'est la relation entre Mercredi et sa mère Morticia. Notamment ce côté où en fait Mercredi se sent obligé d'être à la hauteur de sa mère parce que bah, on l'envoie dans l'académie où étudier sa mère. Sa mère a été championne ou chef d'équipe d'escrime. Elle a gagné 4 fois la coupe Edgar Allan Poe. Donc Wednesday, on sent qu'elle a un petit côté d'infériorité par rapport à sa mère. Par contre, là, on ne fait pas de réflexion sur le matriarcat ou ces choses-là. Bah non. Pourtant, le complexe que possède réellement Wednesday, c'est par rapport à une femme, hein, et pas par rapport à un homme. Mais bon, faudrait pas taper sur les femmes, ce serait quelque chose de mal. Voilà. Mais en tout cas, cette relation, je l'adore. Et en plus, elle évolue un peu. Parce que Wednesday, quasiment toute la série, elle déteste sa mère. Enfin, pas qu'elle déteste, mais elle a vraiment du mal avec sa mère. Et sur la fin, juste avant que sa mère parte de l'académie, dans l'épisode des familles, Wednesday va quand même réussir à se confier à sa mère sur les visions. Et j'ai trouvé ça plutôt cool de voir que bah, leur relation évolue quand même un peu. Une chose qui est plus de la technique que j'aime beaucoup, c'est les plans larges dans la chambre de Wednesday et de Enid. Je trouve que les plans, ils sont magnifiques, surtout avec ce côté coupé en deux, là, où tu as la côté tout noir, tout sombre de Mercredi, tu as le côté très coloré et joyeux de Enid, et les deux côtés comme ça, quand tu as des plans larges, ça marche super bien, et notamment quand les deux se disputent et que Mercredi s'assoit pile entre les deux et que là tu as un petit plan large où tu la vois là, avec d'un côté une partie elle en lumière et l'autre très sombre. Franchement, j'adore ces plans là. L'idée qu'ils ont fait avec la chambre des deux filles est absolument géniale. Une autre chose que j'adore, ce sont les scènes où Mercredi va jouer du violoncelle. Donc notamment quand elle va en jouer, je crois que c'est à la fin de l'épisode 1, où elle en joue et puis on voit un petit peu toutes les petites intrigues avancer pendant qu'elle en joue, et notamment les gens qui l'entendent jouer, et elle joue super bien. Et également quand elle met le feu à la statue de Craxton, où également là, elle est en train de jouer, tout le monde est en panique, et tu vois qu'elle prend son pied pendant qu'elle est en train de jouer. Et je trouve que ce sont des scènes qui sont vraiment très très cool. C'est dommage qu'il n'y en ait eu que deux sur toute la série, mais ce sont quand même des scènes qui sont trop bien. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait qu'on ait des références à d'autres univers, d'autres films ou séries, bon, surtout des films. Notamment, on a la référence à Carrie. Même si j'ai pas vu le film, je connais la référence avec la fille en robe pendant un bal totalement recouverte de sang. Là, on a clairement le cas. Bon, finalement, c'est pas du sang, c'est de la peinture, mais on comprend tout de suite l'association et l'image entre les deux personnages. On a également des références au film Mean Girls, donc en français Lolita malgré moi. Alors, les traductions qui n'ont aucun sens. Euh, du coup, dans les Mean Girls, en gros, c'est l'histoire d'une fille qui va arriver dans une école, qui va du coup être pote avec des gens pour destituer une reine, voilà, qui est une grosse pétasse. Et en général, quand cette nouvelle arrive dans l'école, on lui présente les élèves par groupe. Donc tu as le groupe des geeks, le groupe des gothiques, je sais pas, le groupe des intellos, le groupe de la reine de beauté, le groupe de machin. Euh, et ici, on a un peu vite fait cette référence au début, comme je disais avec Enid, quand elle présente, là, t'as le groupe des crocs, t'as le groupe des fourrures, t'as le groupe des rocs, t'as le groupe des écailles. Et du coup, ça reprend un peu ce système de Mean Girl, et j'ai trouvé ça plutôt cool. Et forcément, comme j'en ai beaucoup parlé, je vais pas trop m'attarder dessus, on a quand même beaucoup de références à Scream dans la façon de gérer le mystère autour du meurtrier. En plus, là, il y a deux tueurs, donc bon, on apprend qu'il y a quelqu'un d'autre au-dessus, mais c'est un peu le même système que Scream. Au final, tu as toujours quelqu'un derrière les autres. Genre dans Scream 1, tu as les deux tueurs, et on apprend que finalement ces deux tueurs dans Scream 3 ont été manipulés par le tueur de Scream 3. Donc au final, même si tu as deux tueurs, tu peux toujours avoir quelqu'un derrière qui tirait les ficelles, et ça a l'air d'être le cas de la série, et j'ai hâte de voir si saison 2 y a, qui est la vraie personne qui tire les ficelles, puisque ça peut toujours être un étudiant qui cache très très bien son jeu. Mais voilà, moi je suis un grand fan de Scream, que ce soit les films ou les séries, et franchement, voir que ça fonctionnait pas mal comme Scream sur la fin,
et que de toute façon c'est en analysant la série comme si c'était du Scream que bah, j'ai pu confirmer ma théorie sur Tyler en monstre, même si techniquement je l'avais déjà trouvé dès le début, et le fait que bah, du coup la prof soit la deuxième tueuse. Donc voilà. Je sais pas si c'est volontaire par rapport à Scream. Je pense que pour Mean Girl et Carrie c'est volontaire, surtout Carrie. Mais Scream, je pense pas que ce soit forcément volontaire, même si tu te dis, il y a quand même des archétypes de Scream qui sont repris, parce que bon, clairement, déjà, ils ont la nouvelle héroïne de Scream dans leur série, donc déjà, tu dis, bon, c'est qu'ils ont forcément vu ce qu'elle a fait avant, et en plus, Tyler, moi, il me fait énormément penser à un des méchants de Scream 5, donc celui où il y avait Jenna Ortega, et qui est également le héros de The Boys. Et je trouve que physiquement, il se ressemble beaucoup. Il y a un peu le même archétype de personnage qui fonctionne assez bien. Voilà. Donc finalement, je pense qu'ils ont peut-être fait quelques allusions ou quelques clins d'œil à Scream également. Bien sûr, cette série télé ne fait pas que des clins d'œil à des films. Bah oui, à des films, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de clin d'œil à des séries. Enfin, du coup, moi, j'ai pas vu de clin d'œil à des séries. Mais il y a également des références à des auteurs. Alors, il y a Edgar Allan Poe qui apparaît souvent. Encore une fois, je connais le nom, mais de tête comme ça, je serais incapable de dire ce qu'il a fait. Mais en tout cas, je sais que c'est un auteur euh, hyper connu. Mais après, c'est vrai que je suis incapable de donner un travail qu'il a fait. Oui, donc j'étais en train de vérifier si c'était lui qui était lié à Mr. Hyde, mais non. Donc on a Edgar Allan Poe qui apparaît souvent, qui a un lien avec les Belladone et tout ça. On a Dr. Jekyll et Mr. Hyde qui est mentionné de Robert Louis Stevenson. Et du coup, bah, Mr. Hyde, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est l'humain qui se transforme en une créature, qui une fois en créature est très dangereux. Bon là, le Hyde, c'est clairement le nom déjà de la créature. Et qui, bon, dans tous les cas, là, que tu sois le Dr. Jekyll ou de le Mr. Hyde, du côté de Tyler, ça reste une ordure. Et on a également Mary Shelley qui est introduite à un moment donné. Mary Shelley qui a écrit Frankenstein, enfin, donc l'histoire avec Victor Frankenstein qui a donné vie à sa créature. Et voilà, donc ça fonctionne bien dans le propos. Surtout que la main, c'est quand même une main vivante. Je trouve que ça colle bien avec Frankenstein, qui est tout recousu comme la main. Et en plus, il y a un peu le côté redonné à la vie avec l'oncle fétide qui peut envoyer des décharges avec ses mains et qui va ramener à la vie, ou du moins réveiller la chose après avoir été poignardé. Donc des références que j'adore parce que la créature de Frankenstein et Mr. Hyde sont des créatures avec lesquelles moi j'aime bien travailler également. Donc j'apprécie énormément les références. Pour Edgar Allan Poe, je ferai quelques recherches de mon côté histoire de voir ce qu'il a fait. Parce que le nom m'est pas inconnu, mais je suis incapable de vous dire ce qu'il a fait. Donc il va falloir que je regarde ça. Comme je vous ai dit dans les points négatifs, pour moi il y a un problème avec les personnages qui sont mal développés, plus ou moins mal créés, mais il y a quand même dans les bons points l'évolution de certains personnages. Notamment Lucas, tu fais partie des personnages qui en soi sont assez mal développés. En soi, de lui, tout ce qu'on sait, c'est qu'il est le fils du maire, et c'est tout. C'est tout. On sait que c'est un pèlerin, et puis c'est tout. Mais il a quand même une bonne évolution. D'abord, c'est un mec qui fout la merde, qui va se prendre une raclée par mercredi, qui va aider à organiser le massacre du bal. Puis finalement, on va plus ou moins évoluer, à vouloir s'améliorer, à changer de comportement et tout. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. J'aimerais bien qu'on en sache plus sur le personnage. C'est plus de ce côté-là, pour moi, il est mal développé. Mais en termes d'évolution, je trouve que bah, c'est plutôt cool. Pareil avec Enid, on a une bonne évolution. Je trouve qu'on manque d'éléments du passé, pareil par rapport à Enid, mais elle a une belle évolution, surtout par rapport à la transformation, puisqu'elle raconte que si elle se transforme pas, elle va être déchue de sa meute, elle pourra pas trouver un compagnon parmi les loups, donc elle sera carrément une marginale, mais parmi vraiment là tout le monde en général. Et ce qui est cool, c'est que finalement, sa mère veut la forcer à aller dans un camp de transformation pour loup-garou, une sorte de camp de redressement.
enfin une sorte de camp de conversion également, bref. Et du coup, Enid va refuser en disant moi je m'assume tel que je suis, et finalement elle va quand même réussir à avoir sa transformation. Voilà, et du coup ça lui permet d'évoluer et de se dire que même si elle reste avec Ajax qui est une gorgone, et ben elle est quand même devenue ce que sa famille voulait tout en restant elle-même, et ça j'ai beaucoup aimé ce développement autour d'Enid, même si encore une fois bah, il manque quand même beaucoup de choses autour d'elle dont on ne sait rien, et je trouve ça assez dommage parce que je surkiffe ce personnage. Pareil pour Bianca. Bianca, il manque énormément de choses sur ce personnage. Parce que bon, ok, on sait qu'elle a une mère qui est une grosse connasse qui manipule et extorque des gens, et c'est tout ce qu'on sait du passé de Bianca. On ne comprend pas vraiment pourquoi c'est une grosse connasse ou quoi que ce soit au début, on ne sait pas. Et c'est vrai que Bianca, elle a beaucoup évolué également au début, étant plutôt adversaire, némésis de Mercredi, notamment par rapport au combat d'escrime qu'elles vont faire. Et petit à petit, elle va évoluer dans le bon sens, en, comment dire, en changeant de comportement. Elle va même se confier à Mercredi par rapport à sa relation avec Xavier. Sur la fin, elle va même aider Mercredi à kidnapper Tyler. Elle va aider également Mercredi à tuer Crackston. Donc on a quand même une bonne évolution et tout ça. Et même sur la fin, on sent qu'il y aura toujours une rivalité entre les deux, mais qu'il n'y a plus de haine entre les deux, mais plus un respect mutuel, puisque vers la fin, quand les deux se disent au revoir, euh, voilà, Bianca lui fait clairement comprendre, ouais, euh, on va se revoir, mais oublie pas que voilà, il y a la compétition entre nous, quoi. Alors je sais pas si clairement elle parlait de compétition entre elles ou compétition en général, mais on voit très clairement que ça fait une référence à l'escrime et j'ai hâte de voir ça. Et ben, le perso de Mercredi également évolue énormément. Au début très antipathique, qui vient juste parce qu'on l'a forcé à être là, et qui finalement va finir par se plaire ici, va finir par se faire des amis. Même si elle sait qu'avoir des amis c'est une faiblesse, elle va quand même s'en faire, elle va quand même s'inquiéter pour eux. À quelques reprises, on va quand même la voir sourire. On va la voir faire un câlin à Enid alors qu'elle refuse tout contact physique tout le long de la série. Et du coup, je suis content. Il y a pas, il y a, enfin, je veux dire, il y a pas longtemps, en même temps, c'était cet après-midi, au moment où j'enregistre, donc il y a 2 3 heures, où une personne disait qu'elle n'avait pas aimé la scène de la danse parce qu'elle trouvait que c'était un peu hors propos par rapport à mercredi. Et moi, au contraire, je trouve que cette scène de danse, elle est ultra intéressante parce que on sent que d'un coup, mercredi, elle se sent à l'aise avec les gens. Moi, personnellement, je me sens pas suffisamment à l'aise avec les gens, même avec mon cercle très proche, pour danser devant les gens. J'en suis absolument incapable de danser ou de chanter. J'ai besoin d'avoir une confiance à 100%, ce qui est totalement impossible. Et chez Wednesday, on sent qu'elle a un peu ce système de confiance que moi, dans le sens où elle a du mal à faire confiance aux gens, même si elle les aime bien. Mais elle leur fait quand même pas confiance à 100%. Il y a quand même toujours une part de méfiance. Et dans cette scène du bal, justement, le fait de danser, en plus elle a sa façon loufoque à elle de danser, qui fait qu'elle garde son caractère en dansant. Et, euh, et ça montre qu'en soi, elle se sent beaucoup plus confiante avec les gens autour d'elle, puisqu'elle leur permet de voir une facette d'elle en se détachant, en se laissant aller, que les autres n'avaient jamais vu. Et je trouve ça super cool. Voilà. Voilà, c'est pas plus de choses à dire. En tout cas, la scène de la danse, elle est trop cool à regarder. Moi, j'ai adoré. Et en plus de la scène de la danse, dans les bons points, il y a la scène de la maison. Quand ils vont dans la maison de Laurel Gates, j'aime beaucoup parce qu'on est vraiment dans un système d'horreur. On est dans un système un peu à la Scream, hein, notamment avec le final, avec le gars qui est blessé, machin, le gars qui apparaît comme ça d'un coup de nulle part. Bref, j'adore, on reconnaît facilement le côté de l'horreur, l'agression, tout ça, le gars qui est blessé, tout. Enfin, on est dans une vraie scène hommage plus ou moins à du Scream, et franchement j'ai adoré. C'est également un classique de l'horreur, mais on sent un peu la recette Scream dans cette scène là, et bah pour moi c'est clairement un très bon point. Comme je disais dans les mauvais points, je trouvais que
euh, le Hyde était moche à voir. Déjà qu'il est moche physiquement, mais en termes de CGI, je trouve qu'il fonctionne moins bien que d'autres créatures. Et justement, on va en parler tout de suite. C'est que déjà, Eni dans Loup-garou, c'est génial. Alors, j'ai un peu de problème avec sa mâchoire, avec ses dents. Je trouve que ses crocs sont beaucoup trop grands, quoi. Ça fait un peu exagéré. Euh, Ça, c'est mon avis, mais je trouve trop exagéré les dents de Enid. Mais le personnage est vraiment trop trop cool. En plus, ils l'ont personnalisé un peu comme Ellie, donc avec des sortes de couleurs également sur les poils au niveau de la tête. Et je trouve que le loup-garou est beau. C'est pas le plus beau que j'ai vu. Pour moi, le plus beau loup-garou restera toujours celui de Van Helsing pour l'instant. Parce que peut-être qu'un jour on aura des loups-garous encore plus beaux. Mais je pense que c'est un peu difficile de faire un loup-garou plus beau que Van Helsing. Mais ici, je trouve que le loup-garou est une belle réussite. Bon, en même temps, il apparaît pas longtemps, mais je trouve que c'est une bonne réussite. La chose également est très bien faite. Et justement, ce matin, j'ai vu des photos de making-of de la main. Et en fait, c'est une vraie personne, donc c'est pas de la CGI, quoi. C'est pas, enfin, il y a quand même un travail derrière sur les effets spéciaux parce qu'il faut supprimer l'acteur. Mais c'est pas genre, on n'a pas juste numériquement fait la main au complet et puis voilà, en essayant de lui donner vie. Non, c'est vraiment un acteur qui du coup bah, doit faire l'acting de la main et qui bah, après en CGI et bah, tout son corps est supprimé sauf la main. Et j'ai trouvé ça super bien fait. Moi, la chose, je trouve qu'elle fonctionne très bien. Et du coup, bah, quand on sait que c'est un vrai acteur qui joue la main, bah, du coup, on comprend mieux pourquoi ça fonctionne très bien. Une dernière chose que j'ai trouvé plutôt bonne, c'est le lien entre le passé et le présent. Voilà, je trouve ça cool que on traverse du coup toute l'histoire de Jericho à travers ses débuts avec Craxton, ensuite l'histoire d'il y a 30 ans et l'histoire d'aujourd'hui. J'ai trouvé ça très cool. Moi j'aime bien quand on a des liens avec le passé et le présent, que les deux vont ensemble. Euh, Après, le seul truc qui est dommage, c'est que bah, du coup, genre l'histoire comme ça de la ville est plus développée que la plupart des personnages. Ça, c'est très dommage. Mais on comprend un peu plus le fonctionnement de la ville et tout, toute son histoire, et franchement, j'ai trouvé ça super. Et je pense qu'on apprendra d'autres choses sur d'autres époques si saison 2 3 il y a. Mais franchement, j'ai trouvé ça hyper cool. Et donc le dernier point, bah, ce sont certains acteurs et actrices, moi, qui m'ont plus marqué que les autres, même si dans le général, j'ai trouvé que tout le monde était plutôt bon. Mais il y en a quatre qui ressortent le plus pour moi. C'est Percy Heinz White, qui joue Xavier Thorpe, que j'ai trouvé vraiment très bon. Franchement, j'ai trouvé qu'il était très bon dans tout ce qu'il faisait, en plus un peu le beau gosse de service. Il est génial. Euh, et en fait, je l'avais déjà vu pendant longtemps, toute la série. Je me disais, mais sa tête, elle me dit quelque chose, mais j'arrive pas à savoir où je l'ai vu. Et j'ai vérifié, en fait, il joue le héros, enfin un des héros de la série The Gift, qui est une série Marvel, euh, et qui est plutôt pas mal. J'ai vu que la saison 1, faut que je regarde la 2, mais qui est une très bonne série sur les mutants en mode apocalypse, où il y a quasiment plus de mutants qui sont traqués et tout. Donc, il faut croire que Percy Heinz White euh, a l'habitude de jouer des marginaux. Mais en tout cas, je l'ai trouvé excellent comme acteur dans la série. Ensuite, il y a Hunter Doohan qui joue Tyler Gallopin, que j'ai trouvé génial aussi, très très bon. Après, je pense que si je l'ai grillé aussi vite, c'est parce qu'il m'a trop fait penser au héros de The Boys, qui du coup joue un des tueurs de Scream 5. Donc désolé pour le spoil, mais en même temps le film est sorti il y a presque un an, donc au bout d'un moment, si vous l'avez pas vu, c'est pas ma faute, hein. Mais du coup, il a un peu ce même physiquement, il ressemble un peu, il a un peu la même coupe de cheveux que le mec dans Scream, un peu le même comportement. Euh, et du coup, ben, pour moi, c'était encore plus facile de déterminer que c'était lui le tueur. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé, autant que j'adore l'acteur de The Boys dans Scream. Et lui, bah, j'ai trouvé trop cool. Même s'il ressemble énormément, j'ai trouvé quand même que c'était un très très bon personnage. Forcément, il y a aussi Emma Myers qui joue Edith Sinclair. Voilà, hein, j'ai pas besoin d'en dire plus, un de mes persos préférés, j'en ai déjà parlé, donc voilà. Et forcément, il y a Jenna Ortega qui est absolument incroyable. Déjà que Jenna Ortega était devenue une actrice parmi mes préférées
juste pour sa performance dans Scream, parce qu'elle est incroyable. Je trouve que c'est celle qui a la meilleure performance dans Scream, alors qu'elle n'arrête pas de se prendre des coups de couteau à droite à gauche. Mais elle joue tellement bien quand elle est blessée et tout, parce que t'en as souvent quand ils sont blessés, voilà, bon, ils jouent comme ils jouent, quoi. Mais elle appuyait bien sur les douleurs et tout, au niveau des blessures et tout. Et j'avais trouvé que Jenna Ortega était absolument géniale dans Scream. Et là, mais elle est encore mieux. Parce que quand même, Jenna Ortega a réussi à me faire quelque chose, à me faire ressentir des émotions dans certaines scènes alors qu'elle n'a aucune émotion. Elle fait tout juste avec le regard, elle joue beaucoup sur le regard. Des fois, on comprend même ce qu'elle ressent ou ce qu'elle pense juste avec son regard, ce qui est absolument incroyable, parce que tout le reste de son visage ne bouge jamais, à part une fois, on lui demande de fermer les yeux. Bon, du coup, elle ferme les yeux. Deux, trois fois, elle va faire un petit sourire, mais en général, son visage est figé et il n'y a que par rapport à son regard qu'elle joue. Et on arrive quand même, enfin, elle arrive quand même à faire vivre des émotions à son personnage, à faire vivre des émotions aux spectateurs qui se sentent investis dans la série. Et pour moi, bah là, Jenna Ortega, c'est chapeau. Pour moi, c'est clairement une des meilleures actrices de notre génération. Sa performance, elle est vraiment incroyable. Elle est même meilleure que pas mal de grands noms du cinéma qu'on nous vend, qui sont incapables de faire ce qu'elle a fait. Voilà. Donc, Jenna Ortega, juste génial. J'ai juste hâte de la voir dans plein d'autres projets parce que juste avec cette performance-là, je me dis, si juste avec le regard, elle peut faire des trucs de fou, mais qu'est-ce qu'elle est capable de nous faire si elle peut jouer entièrement avec son visage? J'ai hâte de voir d'autres choses. Donc on va conclure la vidéo. Juste avant de conclure, je veux juste revenir sur un petit détail par rapport à la mort. Et justement, en repensant à des émotions que m'a fait vivre Jenna Ortega, je viens de penser à un point que j'avais oublié. C'est sur le développement des personnages à nouveau. Et justement, comme je disais, les personnages sont mal développés, et notamment le maire est mal développé. Et ce qui a fait que quand il est mort et qu'on l'a enterré, j'étais pas triste. J'étais pas triste, je me suis dit, ok, c'est con, ok, voilà, il est mort, mais j'en avais un peu rien à foutre. Parce que le mec, tu l'as vu quelques fois, on t'a pas forcément fait de choses pour que tu l'apprécies ou quoi. Au contraire, hein, quand t'as la scène où Wednesday et Morticia sont dans son bureau, où on te dit ouais t'as caché telle information et tout, bah t'as pas forcément envie de l'aimer déjà le gars. Et du coup on n'a jamais rien fait pour l'aimer, et du coup je trouve que quand il est mort, on n'en avait rien à faire. Et j'avoue que c'est con, mais j'ai failli lâcher ma larme avec Mercredi sur la possible mort de la chose. Et tu dis c'est quand même con que tu aies plus de comment dire d'affect pour une main que pour un humain au complet. Donc ça montre à quel point dans l'écriture des personnages, il y a quand même un problème d'écriture sur quand même beaucoup de personnages. Donc on va maintenant conclure. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette série. En tout cas, moi je pense qu'actuellement c'est sûrement une de mes séries préférées que j'ai vues cette année. En même temps, la plupart des séries que j'ai vues étaient assez moyennes. Donc là, ça fait du bien de voir une série qui me plaît vraiment. Parce que j'aime beaucoup les séries d'enquête. Donc forcément, là, je suis dans mon bain. Surtout les séries un peu sombres comme ça, un peu à la The Alienist, c'est encore mieux pour moi. Donc je suis vraiment à fond. Et voilà, s'il y a une saison 2, je la regarderai avec grand plaisir et je vous referai des vidéos dessus parce que j'ai absolument adoré. Du coup, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je suis désolé pour la longueur de la vidéo, mais effectivement, ayant vu et analysé la série plus en détail, forcément, il y a plus de choses qui en ressortent que quand je fais des reviews à chaud sur un produit complet. Donc, si vous voulez voir d'autres vidéos sur des films et séries de la chaîne, n'hésitez pas à regarder ce qu'on a fait. Et si vous voulez voir d'autres choses hors films ou séries, n'hésitez pas à aller voir nos autres chaînes YouTube. Sinon, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao!